Bonjour à tous. La deuxième table ronde, toujours sur le thème de Schumpeter et de la destruction créatrice, sur le thème comment favoriser les entreprises en forte croissance et comment aider les entrepreneurs qui en prennent la responsabilité. Alors je vais aller très vite car nous sommes un peu en retard et on essaie quand même après ces présentations d'avoir des questions de la salle, c'est quand même très important. Je vais présenter nos intervenants en commençant par celui qui est le plus loin de moi, Vincent Charlet, qui est directeur de la Fabrique de l'Industrie. Ensuite, nous avons François Drouin, qui est le PDG d'Oseo, une entreprise publique spécialisée dans l'aide à l'innovation, la garantie des concours bancaires et les investisseurs en fonds propres, ainsi que le financement en partenariat. Michel Godet, bien connu des médias et professeur au CNAM. Monsieur Bernard Monassier est notaire, président d'honneur du groupe Monassier, premier réseau notarial français. Et enfin, last but not least, Agnès Verdier-Molinier, qui est directrice générale de l'IFRAP, qui est une fondation qui se présente comme le think tank de la société civile. Alors on va commencer, je vais commencer par vous, François Drouin. Moi-même, je m'appelle Stéphane Marchand, je suis le rédacteur en chef de ParisTech Review. Alors François Drouin, les politiques publiques jouent un rôle considérable, on le sait, dans l'accélération des start-up, dans l'aide à leur démarrage. Alors avant de passer au fond de la manière de les aider, évacuons une question d'actualité mais importante, assez politique, je sais. Dans ce domaine de l'aide aux start-up, qu'est-ce que la création de la Banque publique d'investissement apporte ? Alors là, c'est un vaste débat. Voilà. En fait, c'est tout bête. C'est le regroupement de deux métiers. D'une part, le financement qui est assuré par Oseo à travers, comme vous l'avez dit, trois métiers. L'innovation, la garantie, c'est-à-dire le risque que nous prenons lorsque les banques souhaitent le partager. Et puis le financement en direct. Donc métier du financement d'un côté, métier des fonds propres de l'autre. Donc les financements, c'est fait par Oseo. Voilà. Et les fonds propres, c'est fait actuellement dans la sphère publique par le FSI et par Caisse des dépôts entreprises. Donc l'idée, c'est de rapprocher ces deux métiers sans les fusionner parce que ça n'est pas miscible. On ne peut pas être à la fois banquier et financier, c'est assez dangereux. Donc il faut les rapprocher, mais néanmoins pas les mélanger. Et donc le gouvernement a souhaité le faire. Il y avait différents procédés, mais ce qui va être retenu, c'est de mettre une holding au-dessus qui va coiffer ces deux pattes. Après, il y a aussi un problème de relation avec les régions qui est assez sensible et qui va sans doute se décanter prochainement. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça apporte ? On aura un établissement sur le papier plus puissant parce que le FSI a beaucoup de fonds propres. Hein, c'est de l'ordre de 16 milliards d'euros. Oseo est une banque très présente, avec un bilan d'ailleurs qui est plus important que celui d'Oseo, à 25 milliards d'euros. Voilà, donc mettre ça on travaille déjà en commun, mais normalement on devra travailler un petit peu plus en synergie. Très bien. Bon courage. Merci. Alors, sur le fond des choses, comment peut-on optimiser le financement de l'innovation ? Par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui, qui est le crédit impôt recherche, qu'est-ce que vous avez, vous, comme idée innovante pour accélérer le processus et améliorer l'efficacité ? Alors, effectivement, vous l'avez dit, le premier levier public du financement de l'innovation, c'est le crédit impôt recherche. C'est 6 milliards d'euros à peu près, ça coûte aux contribuables. C'est une méthode non discernante. On remplit un imprimé fiscal qui donne droit, s'il a bien rempli et si ça correspond à la réalité, etc., et à une déduction. Et donc aujourd'hui, 6 milliards d'euros, c'est plutôt en croissance, à la fois parce que on en fait peut-être un peu plus, mais aussi parce qu'on apprend à mieux, les entreprises apprennent à mieux utiliser l'imprimé. Donc ça, c'est le principal dépense. De l'autre côté, il y a les aides qu'apporte effectivement Oseo, plus les quelques aides apportées par les régions, mais qui viennent en appoint. On n'est pas dans la même cour, c'est moindre comme montant. Au total, pour les entreprises, ça doit représenter, bon an, mal an, 800 millions d'euros, ce que nous apportons nous, plus les régions, je ne sais pas, une cinquantaine de millions d'euros peut-être. Donc, et là, ce sont des aides discernantes, c'est-à-dire qu'on regarde dossier par dossier, affaire par affaire, et on le fait dans une espèce de maïeutique avec les entreprises. C'est pas oui, non.
On accompagne l'entreprise, on fait mûrir son projet. Elle a une idée, mais souvent cette idée mérite d'être... Parfois, elle est au point, il n'y a pas de problème, mais parfois, il faut l'accompagner, la mûrir, s'apercevoir qu'elle... Voilà, donc on l'accompagne. Alors là-dedans, il y a 2 types d'intervention. Il y a 3000 projets par an, à peu près, à raison de 180 000, 200 000 euros en moyenne par projet de financement. Et donc, c'est au cas par cas. C'est un projet individuel porté par une entreprise. Ça peut être de plusieurs millions d'euros, dans certains cas. Et l'autre chose, ce sont des projets collaboratifs, c'est-à-dire des projets où il y a plusieurs intervenants, notamment un laboratoire public. Et là, nous finançons une vingtaine de projets collaboratifs par an, à raison de 10 000, ça peut être 10 millions d'euros par projet, donc c'est assez lourd et assez important. Et puis j'ajoute à ça alors toute une masse de projets qui sont issus des pôles de compétitivité, à travers ce qu'on appelle le FUI, le Fonds unique interministériel. C'est très complexe, c'est très lent, et comme le disait tout à l'heure notre camarade, je crois que c'est Gérard Lévy, le patron de JEDI, le temps est quelque chose de fondamental dans l'innovation. Et c'est vrai que quand on voit les délais qui sont mis en œuvre dans tout ce processus, on peut s'interroger. Mais il y a de bons projets aussi qui sortent de cela. Mais si vous étiez, vous, libre de faire ce que vous voulez vraiment sur l'aide à l'innovation, vous feriez quoi? Je simplifierais. Il faut simplifier les choses, il faut aller vite. L'innovation, la vitesse compte beaucoup. Donc, il faut simplifier. Il faut aussi, je pense, comme nous le faisons d'ailleurs encore plus, développer 2 axes qui sont l'immatériel et l'international. Parce qu'en fait, c'est un peu la même chose. Innover, immatériel, international, tout ça c'est pareil. Nous avons fait une étude avec UbiFrance qui montre que 94% des entreprises innovantes exportent dans les 3 ans. Aujourd'hui, quand on innove, on est sur une chose très, très fine, très, très ciblée. Et donc, pourquoi le proposer uniquement à notre pays? Si on trouve une molécule pour soigner je ne sais quelle maladie, pourquoi la proposer uniquement à la France? Donc, d'entrée de jeu, on est sur un champ plus large. Ce n'était pas le cas autrefois. Quand on inventait le Choco-BN, on le vendait à Nantes, puis en Loire-Atlantique, puis si ça marchait bien à l'ouest de la France, puis au bout d'un moment à la Belgique, etc. Donc là, on peut d'entrée de jeu, sur quelque chose de très plus fin, le proposer plus largement. Donc, merci. Voilà, je pourrais continuer. Merci beaucoup. J'avais oublié de vous préciser la règle. Vous avez à peu près 6 minutes chacun, de manière à préserver le temps de questions à la fin. Vincent Charlet, sur un peu le même périmètre. On sait très bien qu'il y a 250 000 entreprises qui exportent en Allemagne, 90 000 en France, un chiffre qui a tendance à baisser. On sait aussi que les PME françaises sont trop petites, on n'arrive pas à fabriquer des ETI. Vous êtes vraiment à un poste d'observation très intéressant, la fabrique de l'industrie. Qu'est-ce que vous avez comme exemple étranger qui vous paraît possible et intéressant à suivre pour les start-up françaises? Start-up ou pas vraiment start-up? Pas start-up, oui, en croissance rapide. Oui, je parle des PME à forte croissance. Pourquoi? Parce que dans le dernier pointage de la Banque de France, ça fait 8% en gros des PME en nombre d'entreprises et 58% de la création d'emplois sur la même période, à savoir le milieu de la dernière décennie. Et donc, c'est aussi ce qu'on appelle les gazelles, à quelques ajustements méthodologiques près. 2 regards, 2 benchmarks, un sur le Royaume-Uni, un sur l'Allemagne. Sur le Royaume-Uni, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à partir de la date de création d'une entreprise au Royaume-Uni, au bout de 5 ans, le capital et l'emploi sont 3 à 4 fois supérieurs, enfin ont cru 3 à 4 fois plus vite qu'en France? 2 facteurs. D'une part, la disponibilité du seed money et de l'investissement en capital, d'une part. Donc ça nous ramène en gros à la réglementation fiscale et aux manières d'encourager ou pas les investissements privés dans les entreprises à forte croissance. Deuxièmement, une culture, on ne peut pas dire autrement, une culture de la prise de risque et de l'acceptation du risque entrepreneurial. Donc là, ça nous renvoie à quelque chose de plus profond. Ça a été évoqué par les intervenants de la table ronde tout à l'heure.
Moi, je voudrais pointer deux choses sur ce versant-là. D'une part, l'éducation à l'entrepreneuriat qui prendra du temps, forcément, enfin plusieurs générations, mais aussi... Vous voulez dire en termes de mentalité ? Oui, de mentalité, de tournure d'esprit, de choix à la sortie de l'école, etc. Mais aussi l'enseignement ou l'éducation, si j'ose dire, des acteurs institutionnels eux-mêmes au sein des filières. Enfin, on peut reparler aussi du comportement et des relations donneurs d'ordre sous-traitants. Il y a là aussi un état d'esprit qui est ou pas favorable à la croissance des entreprises et notamment des PME. Les PME avec qui on discute dans le cadre de la fabrique de l'industrie, qui se trouvent être sous-traitants à la fois de donneurs d'ordre français et allemands, par exemple dans le secteur automobile, expliquent que c'est quand même le jour et la nuit, selon le jour de la semaine, au travail sur une rive ou sur l'autre du Rhin. Voilà. Le deuxième benchmark, c'est l'Allemagne. Et là, peut-être l'idée dont il faut s'inspirer, c'est celle des champions cachés, que je distingue un peu du Mittelstand, mais ces champions cachés, donc ces PME qui sont leaders mondiaux sur leur sujet, pas forcément très très connus, ça peut être dans le B2B, et qui ont donc une ouverture à l'export et un comportement à l'export qui est exemplaire. Le cas allemand nous incite plus à comprendre la richesse, enfin le fonctionnement en écosystème de différentes institutions qui se complètent et qui ont sur le temps long une action vertueuse. C'est la banque de proximité ou les acteurs de proximité dans le domaine du financement, bien sûr, les relations donneurs d'ordre sous-traitants et puis aussi évidemment le dialogue social, tout ça organisé avec des congruences à la fois à l'échelle du Land et à l'échelle du secteur ou de la branche industrielle. Il y a là, le Mittelstand allemand, ça a ses 200 ans d'histoire, mais il y a une culture de la coopération sur échelle méso, dont il y a sans doute à s'inspirer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer maintenant à Michel Godet. Vous êtes donc professeur au CNAM et votre spécialité, d'une certaine manière, c'est aussi la spécialité du CNAM d'ailleurs, c'est vous travaillez très très près du terrain. Donc vous êtes un grand pourfendeur, tout le monde le sait, des idées reçues. Alors parlez-nous de ce qui se passe tout près du terrain. Qu'est-ce qui se passe là ? Qui sont ces fameux entrepreneurs qui créent ? Quel est leur portrait robot ? Est-ce que ce sont des chercheurs, des intellectuels, des chômeurs, des entrepreneurs ? Qui sont-ils ? Je ne pensais pas que j'allais parler tout de suite. J'étais en train d'écrire les 3 mirages qui sévissent un peu dans cette salle et comme ailleurs, technologique, jacobin et technocratique, mais j'ai pas le temps de les développer puisque j'ai que 6 minutes. J'ai bien aimé ce qu'a dit Lévy tout à l'heure. Et alors j'ai parlé effectivement, on s'est depuis longtemps posé la question de savoir qui sont les créateurs dans ce pays, et la réponse, c'est certainement pas les chercheurs. On les compte sur les doigts de la main, les 30 000 chercheurs du CNRS, car un chercheur veut d'abord être reconnu par ses pairs. Et donc il suffit de savoir lire pour copier ce qu'il fait. Il va te raconter tout dans les colloques et dans les congrès. Donc il ne faut pas beaucoup de chercheurs, c'est pas grave si on n'a pas de centre de recherche. Enfin, il suffit de prendre des idées d'ailleurs. Et si on a une balance de brevets déficitaire, c'est pas grave, c'est-à-dire qu'on prend plus d'idées aux autres qu'on leur en donne. Ce qu'a fait le Japon pendant longtemps, je sais pas, j'ai pas regardé les chiffres récents. Donc il y a ce mirage technologique qui sévit encore, y compris dans cette salle. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure, bon, ça m'a amusé, mais ça m'attriste aussi parce que faut pas réduire l'innovation à technologique. J'ai pourtant je suis membre de l'Académie des technologies, donc moi, j'ai soumis ce rapport que j'ai présenté aussi au CAE sur l'innovation dans les territoires et la créativité. On a montré que 80% d'innovation n'était pas technique. Donc la technique c'est important pour l'innovation, mais c'est pas l'essentiel. Bon, on a aussi parlé des pôles de compétitivité. L'essentiel c'est quoi ? L'essentiel c'est tout ce qui n'est pas technique. C'est le commercial, l'organisationnel, le social. On est réputé en France par nos succès techniques, mais nos échecs commerciaux. Bon, alors maintenant répondons à la question posée. Si c'est pas les chercheurs qui entreprennent, eh bien c'est d'abord des gens qui sont à 40% des chômeurs, 33 exactement. Ça varie parce qu'il faut aussi évacuer la question des auto-entrepreneurs. J'aimerais dire la vérité des chiffres sur les auto-entrepreneurs dont on n'a pas encore parlé depuis que je suis arrivé. Ils n'auto-entreprennent pas. Il n'y a que 4% des auto-entrepreneurs qui changent de statut. C'est 20 000 par an sur le stock de 500 000. C'est d'abord un complément de revenu pour les retraités et les fonctionnaires. Ce qui est pas mal d'ailleurs. Ça leur montre ce que c'est que l'entreprise et avec ses aléas. Mais c'est pas le sujet. Et donc, ceux qui entreprennent, c'est d'abord des gens qui font un saut. Ils sont, en termes de formation, 42% seulement d'entre eux ont un niveau supérieur au bac. Et 27% supérieur à bac plus 2. Alors ça augmente, ça naturellement, pas au fur et à mesure que le niveau des diplômes baisse.
puisque aujourd'hui c'est devenu difficile de rater le bac, donc dans les générations futures, il n'y aura presque personne sans le bac, donc les chiffres vont changer de ce point de vue-là, mais il y a un effet de structure. Et ceux qui entreprennent, eh bien, ce sont des gens qui viennent, qui ont une première expérience professionnelle et qui font le saut, mais à 60% d'entre eux, ils créent leur propre emploi. Ce sont des solos. Et c'est ça, là, si on s'intéresse au potentiel de croissance, quand on passe de 0 à 1, c'est colossal évidemment, c'est infini, mais quand on passe de 1 à 2, c'est déjà doublé. Et 60% des créateurs, s'ils passaient de 1 à 2, pourquoi est-ce qu'ils ne passent pas? Parce qu'ils ont d'abord voulu créer leur emploi pour eux, donc ils sont sécuriser leur propre situation. Ils ne sont pas formés pour ça parce qu'ils ont un déficit de formation. C'est pas ceux qui ont le plus de leçons de natation qui jettent à l'eau. Je pense à HEC qui a une formation de filière entrepreneur en dernière année. Je ne sais pas combien entreprennent, mais enfin ils observent les entreprises à la jumelle. Ça fait l'objet de thèses et de travaux de recherche. C'est un thème sociologique. Et puis, donc il faut les aider. Et puis il faut aussi savoir qu'un entrepreneur qui embauche, un créateur qui est tout seul, qui embauche quelqu'un parce qu'il pense qu'il y a une perspective de marché, ou il pense que, et s'il se trompe sur la personne ou s'il n'y a pas le marché prévu, eh bien, il n'a plus qu'à mettre la clé sous la porte. Parce qu'aujourd'hui, dans l'état actuel du droit du travail, eh bien, c'est l'entrepreneur qui a tort au prud'homme. 90% des cas, il perd. Donc c'est ça les véritables aussi. Vous avez les leviers sur lesquels il faut agir. Mon voisin a parlé de ce qu'il faudrait faire pour l'innovation, parce qu'il n'est pas seulement technique. Moi, j'avais proposé au gouvernement, à l'époque, j'étais voir chez Matignon, j'avais proposé un crédit impôt innovation. Bon, on m'a dit oui, mais ça nous coûte déjà tellement cher avec le crédit impôt recherche. C'est pas que c'est une mauvaise idée, c'est qu'on veut pas, on veut un truc qu'on puisse mesurer, alors qu'on sait très bien que les dépenses de recherche-développement, c'est une mesure de la dépense, c'est pas une mesure d'efficacité de cette dépense. Donc on pourrait très bien la critiquer, j'ai pas le temps de la faire aussi aujourd'hui. Donc je crois que toutes ces questions-là méritent d'être mises à plat et vis-à-vis. Alors pour être optimiste, vous avez une minute sur les entreprises qui croissent. Alors j'écris, moi je me suis spécialisé dans la France des bonnes nouvelles. Parce que j'ai annoncé à changer la France d'en haut, parce qu'il y a deux critères pour réussir à changer les choses. Je crois qu'on est beaucoup trop jacobins, et ça irait si on avait des gens qui étaient à notre tête, qui étaient compétents et qui servaient l'intérêt général. Or malheureusement, ceux qui sont à la tête du pays et aussi des grandes entreprises publiques où parfois ils se sont parachutés, je pense à Dexia dans les finances ou autres, eh bien ils n'ont pas toujours la compétence et quand ils l'ont, ils sont assez peu au service de l'intérêt général. Et heureusement, bonne nouvelle, c'est que la France d'en haut va pas changer tout de suite, mais celle d'en bas, qui entreprend et innove, et les histoires que je raconte, il faut du temps, ça a été dit tout à l'heure, c'est sur une génération que ça se construit, donc c'est pas le temps des échéances politiques, c'est pas un temps court, c'est un temps long, et c'est souvent des gens qui sont partis de rien, au fin fond, à partir de difficultés, de crises qui ont été porteuses d'espoir, d'handicap. L'handicap, c'est une différence qu'il faut savoir positiver, et vous avez, je donne juste un exemple, Pierre Rioux Glass, qui est aujourd'hui numéro 2 derrière Saint-Gobain. Son histoire est assez extraordinaire, puisqu'il était fils de commis de ferme, il était orphelin à 6 ans, il le saura qu'à 9, parce qu'il était en SANA. Il n'a jamais eu le certificat d'études, il a toujours refusé d'être assisté, mais il s'est mis à innover quand sur les marchés du côté de Deauville, il essayait de faire du double vitrage après le premier choc pétrolier pour faire des verres qui ne cassaient pas. Malheureusement, ça cassait le double vitrage. Et ensuite, de fil en aiguille, eh bien, il est devenu numéro 2, il a 1200 personnes. Eh bien, l'histoire est faite d'un tas de petites entreprises comme ça, d'entreprises qui marchent, qui avancent. Je vous rappelle qu'on parle beaucoup des grandes entreprises des filières. On est leader européen de la brouette avec Emerlin, et personne n'en parle. Heureusement, la société française est aussi faite de toutes ces brouettes qui roulent à plein chargé. Je vous rappelle que 96% des entreprises sont des moins de 20 personnes, dont personne ne parle. Merci Michel Godet, merci pour ces excellentes nouvelles. Agnès Verdier-Molinier, essayons de rester sur cette tonalité très optimiste. Et vous, à l'IFRAP, dont vous étudiez beaucoup de choses, vous êtes un think tank, mais vous vous penchez tout particulièrement sur ce dont les entreprises ont besoin comme type de financement et comme innovation financière éventuellement pour le démarrage. Vous pouvez nous parler un peu de ça ? Oui, c'est toujours difficile de parler après Michel, après toutes ces personnalités brillantes. Merci pour votre invitation. C'est vrai qu'à la Fondation IFRAP, on essaie d'être pragmatique et de mettre les mains dans le cambouis, comme on aime bien le rappeler avec Bernard Zimmern, notre président d'honneur, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est X comme beaucoup d'entre vous, et puis Olivier Mitterrand, qui est notre nouveau président, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent. Alors, ce qu'on a pu remarquer, nous, en tant que fondation qui réfléchit sur les politiques publiques, c'est la difficulté qu'on peut avoir à mettre en place des dispositifs pour permettre que les investissements, le plus d'investissements possible, soient drainés vers la période la plus délicate
de l'histoire de l'entreprise, c'est-à-dire la période de démarrage, la période d'amorçage, la période pendant laquelle finalement tout se décide et qui nécessite entre 100 000 et 1 million d'euros de financement, qu'elle soit technologique, qu'elle ne soit pas technologique, parce que nous aussi, on pense qu'il y a beaucoup d'emplois qui se créent dans des entreprises qui ne sont pas forcément technologiques et qui ont juste une bonne idée. On prend souvent l'exemple de FedEx, qui n'a rien inventé véritablement, mais qui a allié plusieurs innovations qui existaient déjà, l'avion, l'Internet, etc., autour d'un concept, d'emmener une lettre le plus rapidement possible à un endroit. Donc, nous croyons que toutes les start-up, quelles qu'elles soient, ont besoin d'avoir des financements dès leur démarrage et le plus possible de financement aussi, des financements privés. Pourquoi ? Parce que nous pensons aussi que nous ne pouvons pas avoir uniquement des financements publics pour ces entreprises-là et que, bien sûr, qu'il y ait des financements publics, ça peut être important à un moment ou à un autre, mais ce sont pour nous le plus possible de milliards d'euros qu'il faut drainer vers ces entreprises au démarrage. En France, on est champion d'inventer des niches fiscales, vous les connaissez tous, qui permettent de défiscaliser. Je parle des niches Dom-Tom, Malraux, etc., la niche chaudière, qui nous coûte toutes entre 1 et 3 milliards d'euros par an. Et on n'est pas champion du tout pour les niches qui permettent de drainer le plus de financement possible vers ces entreprises. Alors j'ai 3 exemples concrets. J'ai le Madelin, le 199 terre des SOA du Code général des impôts. C'est une mesure qui permet d'investir son impôt sur le revenu dans une PME et même plus petit de ce que nous appelons la petite entreprise communautaire, c'est-à-dire moins de 50 salariés, moins de 10 millions de total de bilan, moins de 5 ans. Ces entreprises-là, c'est pas du saupoudrage sur des PME qui sont déjà développées, c'est vraiment le moment où ça nécessite le plus de capital. Et là, on se rend bien compte que rien n'est fait pour que cette niche-là marche de la manière la plus intelligente possible, puisque aujourd'hui, elle est plafonnée par le plafond global des niches. Bon, je vous passe les détails, mais aujourd'hui, on est à 10 000 euros. Le rapporteur général du budget, Christian Eckert, pendant la discussion du PLF 2013, a voulu que cette niche soit sortie du plafond global et revienne au plafond global initial qui était de 18 000 euros et 6% de l'ensemble des revenus imposables. Ça a été voté en commission des finances, ça a été retoqué par le gouvernement en séance. Donc on trouve ça incroyable que les Dom-Tom, le Malraux, les Sofica restent en dehors du plafond global des niches et que ce qui est le plus important pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants, pour l'emploi marchand, reste plafonné à 10 000 euros et qu'on arbitre entre la nounou, la femme de ménage et peut-être que je vais mettre 500 euros dans une boîte. Bon, c'est ridicule. Donc là, aujourd'hui, on a un vrai problème de ce côté-là et c'est un problème de pédagogie qu'il faut faire. L'avenir de notre pays, l'avenir même de l'ensemble de notre système social, de l'ensemble de ce modèle dont on est si fier en France, c'est finalement un géant au pied d'argile et les pieds qu'il faut consolider, eh bien, ce sont nos boîtes de demain, nos start-up, nos emplois de demain. Et on parle beaucoup de réindustrialiser la France et on est beaucoup sollicité sur les questions de Florange, de Mittal, etc., etc. Mais parlons aussi de comment on va faire pour restructurer, pour redynamiser notre bassin d'emploi, nos emplois, pour réinventer les boîtes. Et là, aujourd'hui, on a un vrai problème. Sur l'ISF-PME, qui est une mesure que nous avons portée pendant des années et sur laquelle, moi, je me suis entendue dire X fois au Parlement, mais franchement, Agnès, mais vous croyez vraiment qu'en France, avec la culture qu'on a, on va permettre de déduire son ISF, des investissements dans les entreprises de son ISF à payer? Mais vous rêvez complètement. Alors, on a réussi à obtenir quelque chose qui est pas parfait, qui est plafonné beaucoup trop bas. Moi, je serais pour des planchers. Je serais pour dire que, à la limite, le plancher, c'est 50 000 euros et qu'il n'y a pas de plafond. Parce que finalement, il vaut mieux avoir des investissements, et c'est ce que font les Britanniques, avec leur dispositif EIS, que je n'ai pas le temps de développer, ils incitent à mettre des gros tickets et non pas à saupoudrer 2 000 euros chacun dans des boîtes, parce que ça ne sert à rien d'avoir un tour de table avec 15 personnes qui ont des avis différents. Il vaut mieux avoir 2 business angels solides qui vont vous accompagner et vous aider à développer votre business model, votre commercial, etc. Et ça, il ne faut pas oublier que
que c'est des heures et des heures de travail. J'ai entendu au PLF, la présentation du PLF à Bercy, Moscovici qui disait il y a ceux qui s'enrichissent en dormant et ceux qui s'enrichissent en travaillant. Je pense que les investisseurs, ces business angels, il faut les favoriser. Il ne faut pas les pointer du doigt en disant ceux-là s'enrichissent en dormant. Ils aident aussi. Ils ont été eux-mêmes entrepreneurs. Ils apportent un savoir-faire. Aujourd'hui, la crainte que nous avons, nous, c'est qu'on voit que ces personnes-là qui peuvent investir sont tellement désincitées à le faire que parmi les plus fortunés ou les plus entrepreneuriaux d'entre eux sont plus incités à aller voir si en Belgique ou au Royaume-Uni c'est pas plus intéressant d'investir. Donc là il y a aussi un vrai problème. Pour tenir compte du temps imparti et avant de donner la parole à Bernard Monassier, est-ce que vous avez dans votre escarcelle quelques propositions sur le droit du travail un peu percutantes pour changer la donne sur le sujet? Là, on se tourne vers le modèle allemand et on voit bien que l'Allemagne a réussi à flexibiliser son temps de travail. Et ça, pour nous, c'est un des soucis majeurs. On a fait des pas en avant, notamment depuis 2000, avec la réforme de l'annualisation du temps de travail. Mais quand on fait la comparaison vraiment stricto sensu des deux dispositifs, on voit bien qu'en France, il faut modifier chaque contrat de travail pour pouvoir modifier le temps de travail du personnel. Donc là, c'est un vrai casse-tête. En Allemagne, il y a juste besoin d'un accord avec les syndicats. Donc, il faut modifier toutes ces petites, enfin, il y en a beaucoup, hein, mais ces modalités qui est plus complexes du Code du travail, et aussi sur la question du licenciement. Alors, ça peut paraître un peu abrupt dans une période de montée du chômage, etc. Mais ce qu'ont réussi à faire les autres pays, et là j'ai tout un tableau qui montre en fait le contrôle du juge sur le caractère sérieux du motif de licenciement. Il n'y a qu'en France et en Finlande où le contrôle du juge s'exerce de façon aussi, exclusive. Oui, et puis finalement, c'est le juge qui choisit de savoir s'il y a vraiment une cause réelle et sérieuse. Et dans la plupart des pays, on admet que l'amélioration de la compétitivité peut être un motif économique, alors qu'en France, on ne l'admet pas. Et ça, c'est vraiment un problème. Donc, il faut penser aussi que tout notre code du travail, et Michel l'a très bien dit tout à l'heure, est un facteur de désincitation accroître, de désincitation, et je ne parle pas des seuils sociaux que vous connaissez tous. Les chercheurs qui se penchent sur la France se disent mais pourquoi est-ce qu'on a autant d'entreprises de 49 salariés en France ou de 9 salariés, et ils ne comprennent pas, et le nombre d'entrepreneurs qui nous expliquent, moi en fait j'ai 50 salariés ou même 60, mais j'ai 5, 6, 7, 8 structures pour permettre d'être en dessous des seuils. Et résultat, on a l'impression que ça entraîne aussi le scepticisme et puis une certaine sinistrose. Alors que si, par exemple, on augmentait le seuil, même à 100 ou à 200 salariés, pour, par exemple, la création du comité d'entreprise, ça permettrait déjà de donner du souffle. Ce ne serait pas parfait, mais pourquoi 50 salariés? C'est trop bas. Merci. Voilà. Donc, merci beaucoup. On sent que vous brûlez d'en dire plus, mais... Bernard Monassier, vous êtes un expert de la fiscalité. À cet égard, vous êtes un expert de la transmission d'entreprise. Alors, je vais vous demander quelque chose qui va être très très difficile pour vous, c'est de rester optimiste et positif. Donc ne pas tomber dans le tableau apocalyptique. Dites-nous un petit peu quelles seraient vos propositions pour inverser la malédiction qui frappe apparemment la transmission d'entreprise en France. Alors, je vais commencer par être optimiste quand même. Il faut savoir que on a mis 50 ans en France pour voir qu'il y avait un problème en matière de transmission d'entreprise. Et au bout de 50 ans, on a pris conscience du problème et on a fait voter une loi qui s'appelle une et plusieurs lois, la loi essentielle, la loi Dutreil. Donc, il y a des progrès. On a mis 50 ans pour s'en rendre compte. C'est pas suffisant, mais on est passé du noir au blanc. C'est quand même quelque chose de formidable. Ça, c'est l'aspect positif des choses. L'aspect négatif, j'ai écouté Agnès Verdier, et en l'écoutant, je me suis dit que finalement, dans ce pays, le problème essentiel, c'est un problème de mentalité. On a un problème de mentalité, et c'est une révolution copernicienne qu'il faudrait vivre pour qu'on ait une autre conception du capital, de la taxation du capital, du rôle du capital, de la place du capital. C'est ça le problème essentiel. Parce que dès qu'on parle du mot capital, eh bien, il y a un grand effroi qui se produit et des conséquences.
et des conséquences notamment sur le plan fiscal. Regardez, droite et gauche confondues, ce n'est pas un problème spécifique à la gauche. Mais regardez ce qui se passe sur le problème du capital en France, la taxation du capital. Prenez les derniers mois en matière fiscale. Eh bien, on a dit une bêtise, on a écrit une bêtise, on a voté une bêtise en disant il faut la même taxation du capital que le travail, sans se rendre compte qu'il existait une autre taxation sur le capital, c'est la taxation de la détention du capital. Et cette détention du capital a une taxation qui est très spécifique à la France. Est-ce que vous savez que le capital en France, la taxation du capital en France, représente, avant les augmentations décidées depuis un an, droite et gauche confondues, 3,4% du PIB, en Allemagne 0,9% du PIB. C'est pas beaucoup de différence, hein. Pas beaucoup. Mais avant les augmentations décidées par la droite, avant les augmentations décidées par la gauche au mois de juillet, et les augmentations décidées par la gauche en septembre, octobre et novembre de cette année. Donc on va être à près de 4 points du PIB contre 0,9 en Allemagne. On va se dire comment peut-on être compétitif sur ce plan par rapport aux Allemands? Il y a une différence considérable. Donc je crois qu'un des problèmes essentiels, c'est le place du capital, son rôle et sa taxation. Et qu'on arrête de donner de mauvais signaux aux détenteurs du capital et ceux qui veulent créer les business angels. Mais il n'y a pas que, il y a ceux qui créent et ceux qui développent. C'est pour ça qu'on a moins d'ETI. En France, on croit que les gens créent des entreprises pour des raisons altruistes. Ben non, les gens ne créent pas des entreprises pour des raisons altruistes parce qu'ils veulent gagner de l'argent, ils ont un but. C'est Adam Smith nous a expliqué il y a plus de très longtemps que c'est l'intérêt qui est au départ. Et bon, donc cet intérêt convient à l'intérêt général. Et donc, compte tenu qu'on pense qu'on crée des entreprises que pour des raisons altruistes, on va taxer ce créateur et ce développeur. 2 exemples récents que vous avez peut-être pas vu, mais comme ça, si vous avez une entreprise, vous le verrez, ça vous fera faire un cauchemar. On vient de voter vendredi, j'ai dit vendredi, une nouvelle définition de l'outil de travail pour l'ISF qui est une catastrophe, qui redéfinit la notion d'outil de travail dans un silence total. Personne n'en parle. On vient de voter une nouvelle définition du passif déductible en matière d'ISF dans un silence total. Personne n'en parle. Dans aucun média n'en parle parce que c'est technique, mais les conséquences seront assez dramatiques pour les ETI. En un mot, c'est simplement que dans un outil de travail, vous pouvez avoir des choses qui ne sont pas votre outil de travail. Et avant, on vous disait, vous avez par exemple, prenons le cas classique, vous avez un monsieur qui a une entreprise, cette entreprise a un immeuble, il a ses bureaux dans cet immeuble. Et il y a une récession, il loue une partie de ses bureaux et le reste, il le conserve pour son activité. Sa partie louée n'est pas son outil de travail, il doit payer. Et doit payer l'ISF là-dessus. Avant cette réforme de vendredi, on calculait la valeur de ces bureaux non loués en proportion de la valeur de son entreprise. Maintenant, on va calculer, on va dire l'immeuble vaut 100, la moitié est louée, l'autre moitié n'est pas louée, la moitié qui n'est pas louée vaut 50 dans l'ISF de monsieur, en totalité, sans tenir compte du passif. Ça va augmenter son ISF dans des proportions considérables. Bon, mais silence radio total. Autre cas, en ce qui concerne les apports, les sociétés holding. On a voté vendredi un texte pour les apports de sociétés holding après des modifications, 3 modifications en 15 jours. C'est l'autre problème, l'instabilité. Le 14 novembre, on nous a déclaré toutes les sociétés qui ont fait des holdings. À partir d'aujourd'hui, c'est comme ça, elles sont tracées de cette nature. C'était assez catastrophique, il y avait décès, etc. Vendredi, on nous dit non, c'est plus ça, c'est à partir d'aujourd'hui, c'est plus comme ça. Et puis la semaine prochaine, on va nous dire que c'est encore autrement. Pour finalement, début janvier, avoir une nouvelle réforme. L'instabilité totale, c'est formidable pour les professionnels que nous sommes. C'est une catastrophe pour les entreprises. Merci beaucoup, si je puis dire.
Avant de clore le débat, parce que l'heure tourne, j'aimerais vous poser à chacun d'entre vous une question, parce que le mot est revenu dans votre bouche plusieurs fois, c'est le mot de mentalité, en fait. Est-ce que, au-delà des contingences assez pesantes que vous venez de décrire, Bernard Monassier, est-ce que les Français ont une mentalité d'entrepreneur ou pas? Est-ce que vous pouvez répondre chacun à votre tour? Je commence. Monsieur François Drouin. Je dirais qu'il y en a qui l'ont, d'autres qui l'ont pas. C'est très simple. La France est coupée en deux et c'est une partition. Mais par rapport à d'autres pays comparables d'Europe, par exemple. Non, je crois que ça. Il y a vraiment deux mondes et par rapport à d'autres pays, je ne sais pas. Mais enfin, il y a effectivement des pays plus débrouillards, plus entreprenants, c'est clair. Et nous, l'écart se creuse entre les deux mondes, je crois, malheureusement. Et il y a une autre, peut-être, je rebondis un peu sur, c'est un peu la même chose, mais c'est ce que tout à l'heure Michel Godet, en parlant de la recherche et des chercheurs, je crois qu'on confond souvent recherche et innovation. Et la recherche, c'est ce qui consiste à transformer de l'argent en idées, avec un S à idées, donc, et on est technologie push. Et c'est effectivement porté par des chercheurs qui poussent leur technologie. Et l'innovation, ça consiste c'est l'inverse, hein, c'est pas différent, c'est le contraire. Dans la démarche, hein, ça consiste à transformer une idée, qui n'est pas forcément la sienne, en argent. Et là, c'est pas en poussant une technologie, mais c'est tiré par le marché. Donc là aussi, il y a deux mondes différents. Ces deux mondes sont indispensables. S'il n'y a pas d'idée, s'il n'y a pas de recherche, s'il n'y a pas d'idée, on ne peut pas faire d'innovation. Hein, donc ça, c'est après. Mais c'est vrai que si on fait, à l'inverse, s'il y a plein d'idées et puis qu'on utilise des exploits de plat sur des choses qui sont absorbables par le marché, ben c'est bien dommage. Donc les deux mondes sont indispensables, mais ils ont parfois du mal à se parler et à se compléter. Merci Michel Godet. Vous avez sur cette question de la mentalité, de l'esprit finalement du français entreprenant pas. Votre avis, c'est que oui, à vous écouter tout à l'heure. D'abord, le mot entrepreneur a des racines françaises, me semble-t-il. Je me souviens plus ce que j'ai lu là-dessus, mais je crois que même en anglais, il vient de la France. Bon. Deuxièmement, quand on regarde les chiffres, on enlève les auto-entrepreneurs, hein, puisque les 550 000, il y a 250 000 auto-entrepreneurs, donc 40% n'ont pas d'activité. C'est vraiment autre chose. Hein. Je ne suis pas contre le principe, mais bon, c'est autre chose. Et il en reste quand même 250 000. Donc c'est pas si mal. Et avec des taux d'investissement, 45% investissent moins de 8 000 euros. Hein. Et on montre d'ailleurs que plus les gens investissent, plus ils ont des chances de survie fortes. Et il y en a 1 sur 2 qui meurt au bout de 5 ans, mais en fait ceux qui ont survécu et qui ont créé des emplois, 12% d'entre eux, ça compense les pertes d'emplois des créateurs. Donc je suis plutôt optimiste, moi. Si simplement on arrêtait de mettre des bâtons dans les roues de ceux qui prennent des initiatives. Voilà. Moi, j'ai créé une époque une SARL. Avant de commencer à travailler à 1 euro de chiffre d'affaires, vous recevez des papiers, vous avez des salariés non déclarés, des papiers de l'URSSAF. Bon, on n'a pas commencé. Heureusement, c'est une SARL sans salariés, donc il a fallu que je le montre et que je le prouve. Mais déjà, on reçoit des papiers. Donc, c'est quand même assez dissuasif. Il y a quand même des armées de gens qui sont là pour empêcher les autres d'avancer. Voilà. Alors que, et là où ça marche, c'est quand il y a un environnement social propice et familial. Parce qu'il y a un virus, je crois quand même. Il y a aussi un environnement local, hein, qui fait qu'on est supporté par les entrepreneurs locaux, etc., où on sent au contraire rejeté. Et ça, c'est très important. Donc il y a beaucoup de facteurs de confiance qui jouent dans cette affaire-là. Donc Agnès Verdier-Molinier, votre avis ? Le potentiel est là, mais les contraintes sont trop fortes, ou le potentiel n'est pas vraiment là ? Bien sûr, si vous interrogez les jeunes, les Français, ils ont tous envie de créer des entreprises, mais à ma génération, par exemple, j'en vois beaucoup qui finalement seraient de formidables entrepreneurs et qui restent salariés de grandes entreprises. J'en ai beaucoup autour de moi. Ils ont ce virus familial, ils ont cette culture et ils seraient très très bons, je pense. Et en même temps, ils osent pas parce qu'ils savent qu'en France c'est tellement difficile. C'est tellement difficile de créer, c'est tellement difficile de faire grandir sa boîte, d'embaucher, c'est tellement difficile finalement. Là, j'ai juste encore quelques petits chiffres pour vous. On a sorti une étude en partenariat avec la SMEP, compétitivité des entreprises, et si on commençait par la fiscalité. On s'est rendu compte, en fait, que la France est championne du monde du hors-bilan fiscal pour les boîtes. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde les taux faciaux à l'IS, quand on regarde la TVA, tout ça, enfin patati patata, tout ce qui est vraiment très connu, finalement, c'est pas si terrible que ça, et puis même le coût du travail, c'est pas si terrible. Et puis finalement, on regarde, et puis on voit, mais il y a 72 milliards de petites taxes. Mais qu'est-ce que c'est ces petites taxes ?
Oh, mais ça va financer les collectivités locales, l'assurance maladie, le social, tout ce qui est formation professionnelle, etc., etc. Et à la fin, on se rend compte que 72 milliards, c'est plus que la recette d'IS. Donc, oui, c'est ça dont parle Michel Godet. C'est qu'à peine vous avez ouvert, c'est même pas assis sur votre résultat, c'est même pas assis sur vos bénéfices. C'est quelque chose qu'il faut payer à la production. Et là, c'est 153 taxes diverses qui représentent 72 milliards, tandis que l'Allemagne en a quelques-unes qui représentent rien du tout en termes de coûts. Donc là, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait revoir. Il faudrait tout asseoir sur le résultat et non pas asseoir dès que vous ouvrez votre entreprise, vous devez payer. Ensuite, un autre exemple, là on parle beaucoup du crédit d'impôt compétitivité, bon bref. Oui, c'est bien, mais alors depuis 2010, quand on fait l'addition, c'est 35 milliards de plus de taxes qui pèsent sur les entreprises. Alors c'est très bien de rendre 10 ou 15 ou 20 milliards, mais le problème c'est que déjà l'addition, elle est encore plus salée. Donc qu'est-ce que vous voulez faire en France avec, d'un côté, on vous taxe à mort, on vous dit, vous avez un code du travail, vous pouvez embaucher tout le monde que vous voulez, mais le jour où vous aurez un problème, alors là, il n'y a plus personne et vous serez embêté pendant des années. Et puis, on va vous rendre un peu d'argent, mais attention, on va vérifier que vous ne versez pas de dividendes, que vous n'augmentez pas les dirigeants, que vous utilisez bien l'argent, etc. Donc, on ne peut pas fonctionner comme ça. C'est pas ça la société de confiance. C'est pas ça la société qui dit aux jeunes, prenez des risques, mettez votre propre argent dans des boîtes, allez-y les gars, etc. Non, personne n'a envie de le faire aujourd'hui dans les conditions actuelles. Donc là, il ne faut pas se leurrer. Les jeunes, ils sont bien. Les entrepreneurs potentiels, ils sont formidables. Simplement, c'est le système qui rejette toute possibilité de réussite et même d'incitation. Merci à vous tous. Une question, d'accord. On vous entend, mais ça ne marche pas. Ok. J'ai essayé de faire comme ça. Voilà. Donc, je voudrais déjà me présenter, peut-être parce que je suis complètement d'accord avec vous. Vous allez voir, je vais appuyer tout ce que vous dites. Je suis polytechnicien, je suis patron de PME. J'ai créé une fois. Malheureusement, j'ai déposé le bilan en 91. Je ne me suis pas découragé, mais j'ai mis 10 ans à me remonter. J'ai créé une deuxième société qui maintenant marche très très bien avec 20% de croissance depuis 10 ans. Voilà, bon. Bravo. Alors, je voudrais dire que, pour répondre à Michel Godet aussi, je suis la voix un petit peu de ceux à qui on donne jamais la voix. C'est pour ça que je l'ai prise. Voilà. C'est-à-dire les patrons de PME, non pas la France d'en bas, qui pourrait être péjoratif, mais je dirais la France du terrain. Parce qu'on n'écoute jamais la France du terrain. On entend des énarques, des polytechniciens parfois aussi, et ils parlent beaucoup, et finalement, qui connaît la France du terrain ? Est-ce que, par exemple, je vais poser une question tout à fait indécente, mais est-ce que Fleur Pellerin est déjà allée dans une PME ? Je ne suis pas sûr. Voilà. Bon, alors ceci dit, je voudrais dire que j'ai l'expérience d'une PME, et ce qui m'a frappé le plus, c'est qu'on va chercher en Allemagne, dans les pays étrangers, comment ils font pour que ça marche si bien. Et le thème que j'ai développé notamment dans un article que j'ai fait paraître dans la Jaune et la Rouge d'avril dernier, qui s'appelait « Il faut sauver le soldat PME », ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'avant de chercher ailleurs comment ils font, avant même de distribuer de l'argent aux entreprises, si on commençait simplement à se poser la question, quels sont les freins qui font que les entreprises n'arrivent pas à se développer ? Pourquoi le goût du risque, on le décourage ? Les gens sont découragés. Bon, eh bien c'est parce que il y a un grand nombre de freins en France qui sont culturels, qui sont administratifs, qui sont fiscaux énormément. En passant, j'ouvre une parenthèse, je voulais aller en Allemagne, ça fait 1 an et demi que j'ai mon projet. Je suis tombé sur un contrôle fiscal avec un inspecteur qui a voulu à tout prix démontrer que je n'avais pas droit au crédit d'impôt recherche, malheureusement très classique, c'est parce que ça on ne parle pas aussi de ça, qui décourage totalement de faire le crédit d'impôt recherche. Bon, il m'a fait perdre 1 an et demi en voulant absolument démontrer
que je devais rendre l'argent qu'il m'avait donné. Bon, il me demandait de rendre d'ailleurs bien pire que ça, 200 000 euros, alors que le chiffre d'affaires est de 1 million d'euros. Moi j'ai une petite société qui a 1 million d'euros. Bon, ça se termine bien parce que c'était carrément de la malhonnêteté intellectuelle du début à la fin, donc je pense que c'est en train de se régler. Mais c'est un exemple typique. J'ai perdu 1 an et demi pour aller en Allemagne. Alors on nous parle des PME allemandes, mais si au moins on nous fichait la paix, si vous voulez, et si on nous laissait... Alors le travail, parfait, la législation du travail, c'est la même chose. On est constamment... Alors, ce qu'on ne comprend pas, parce que jamais on envisage les PME, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'un patron de PME, il est là avec 10, 15, 20 personnes, il est 1 sur 20. Bon, un patron de grande entreprise, il est 1 sur 10 000. Il a le temps de s'occuper. Et les règlements qui sont faits toujours pour les grandes entreprises. Le crédit d'impôt recherche peut vous le dire aussi. Il est fait pour les grandes entreprises. Quand on le lit en étant PME, on trouve que c'est débile. Merci beaucoup. C'était donc une voix très, très éloquente pour les PME. Merci beaucoup. J'ai un autre slogan. Merci, Mathieu. Libérer l'énergie des PME. Voilà. Merci. Excellent slogan. Bon. Je suis désolé, nous avons pris du retard. Nous allons pouvoir continuer la discussion avec les orateurs en buvant un verre juste ici. Et donc rendez-vous dans un quart d'heure pour reprendre à 45 nos débats. Désolé de ne pas pouvoir donner plus la parole à la salle.